Bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors dans l'épisode du jour, on va parler des vins espagnols et je voudrais vous donner ici quelques clés pour mieux les déguster, plutôt mieux les comprendre. Je vais vous parler notamment de la catégorie d'élevage qu'il existe en Espagne. Vous savez, c'est un truc qui est très spécifique à l'Espagne. Le fait de classer certains vins, de définir des catégories qui sont fonction des durées d'élevage dans le vin. Et alors, ce que je voudrais faire ici, c'est au-delà de vous donner en fait les durées qui correspondent à chaque terme, ça je vais vous le donner aussi, mais on va dire ça va pas être le cœur du podcast. Je voudrais en fait qu'on analyse ensemble comment fonctionne cette classification et puis vous donner un peu une grille de lecture en fonction de la catégorie d'élevage, quel profil on peut attendre sur le vin. C'est-à-dire vous avez votre verre de vin entre les mains et puis vous dites j'ai un vin de la catégorie par exemple Crianza, qu'est-ce que je peux attendre en termes de couleur, en termes d'arôme, en termes de profil gustatif. Et donc c'est en fait vous proposer ce type de grille de lecture. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais préparer une petite grille de lecture en format image, illustration, et je l'enverrai comme toujours sur le compte Instagram, donc c'est le compte Yann Rousselin Le Coam. Je fais en sorte maintenant de publier dessus des petites infographies, des petites images qui illustrent ce qu'on a vu dans le podcast. Donc je le fais en différé parce que j'enregistre le podcast et on va dire dans un deuxième temps, ensuite je vous prépare la petite infographie. Donc ça vient dans un deuxième temps, mais vous l'aurez également, ça permettra d'avoir un repère visuel pour bien mémoriser tout ça. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Imaginez si vous dégustez un des vins espagnols, très souvent, comme mention sur l'étiquette, en plus de l'appellation, par exemple Rioja, Ribera del Duero, pour vous citer les appellations avec la plus forte notoriété. Donc en plus de l'appellation, vous avez une mention qui indique la durée d'élevage du vin. Combien de temps il a reposé, combien de temps il a vieilli avant d'être mis en bouteille. Donc cette mention, ça peut être Roben, Crianza, Reserva ou Gran Reserva. Donc un de ces 4 termes. Je vais revenir dessus juste après. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va évaluer les vins, pourquoi on va créer des catégories en fonction de la durée d'élevage. Parce que c'est un truc un peu bizarre. C'est un truc un peu spécifique, en tout cas à l'Espagne. En France, c'est pas le cas. Vous prenez une bouteille d'un vin, d'un domaine bordelais, par exemple, où on utilise régulièrement des élevages en fût de chêne. Vous pouvez éventuellement avoir la mention sur l'étiquette vieilli en fût de chêne. Bon, c'est sans aucun cas une obligation, mais ça peut éventuellement apparaître. Mais même si ça apparaît, c'est pas pour ça que vous aurez une indication sur la durée d'élevage en fût de chêne. Et même sur la contre-étiquette, c'est pas souvent que ça apparaisse. La situation un peu classique, c'est plutôt que vous dégustez un vin et vous vous dites que vous retrouvez des arômes qui sont apportés par l'élevage en fût de chêne, des arômes de vanille, de bois, de pain grillé, tout ça, et vous vous dites, a priori, le vin a eu un élevage en fût de chêne. Mais là, en Espagne, la différence, c'est qu'on prend carrément le parti d'introduire des catégories d'élevage, ce qui fait que le consommateur, quand il va voir ces mentions sur l'étiquette, il saura si le vin a vieilli plus ou moins longtemps dans un fût de chêne. Alors, même pour un consommateur lambda qui connaît rien au vin, s'il connaît rien au vin, il aura pas du tout en tête les durées d'élevage, mais s'il voit Roben, en espagnol ça veut dire jeune, s'il voit Reserva, réserve, il peut imaginer que sur le Reserva ou Gran Reserva, donc encore plus, il peut imaginer qu'il va avoir plus de durée d'élevage. Donc intuitivement, c'est quelque chose qu'il peut imaginer. Donc c'est une manière de communiquer en fait pour le consommateur qui est habitué à retrouver ces notes d'élevage dans les vins. Donc voilà, ça c'est en guise d'introduction. Le premier truc que vous devez avoir en tête, c'est quand on parle de vin espagnol, en termes de législation, au-delà des appellations comme on peut avoir dans le reste du monde viticole, au-delà des appellations géographiques, des dénominations d'origine, on a une catégorie sur l'élevage du vin, le temps pendant lequel il a reposé avant d'être mis en bouteille. Alors, il y a un truc aussi un petit peu particulier, c'est que ces mentions que vous avez, qui définissent donc les catégories d'élevage, elles sont pas liées seulement à l'élevage en fût, elles caractérisent d'une part l'élevage en fût, mais également l'élevage en bouteille. C'est-à-dire que quand je vois une mention sur l'étiquette, je sais que le vin, par exemple, a fait, on va dire, une durée totale d'élevage de 2 ans, mais quand je dis une durée totale d'élevage,
Dans cette durée totale, il y a à la fois l'élevage en barrique et l'élevage en bouteille. Donc on dit 2 ans d'élevage total, et parmi ces 2 ans d'élevage, j'ai par exemple 6 mois d'élevage en barrique. Et ça veut dire qu'on a une législation qui va vous donner des indications en tant que dégustateur sur la durée d'élevage en barrique et en bouteille. Et ça, c'est un truc aussi qui est... Alors, je dis beaucoup le mot truc, j'ai l'impression, dans ce podcast. Donc, c'est quelque chose qui est très spécifique à l'Espagne. Quand je déguste un vin d'un autre pays viticole, d'une autre région viticole du monde, je n'aurai pas cette indication de durée d'élevage totale et durée d'élevage en barrique. Et puis, même, vous savez, même dans les fiches techniques, je vous invite souvent à chercher les fiches techniques du vin que vous dégustez. Donc j'ai déjà rappelé 15 000 fois, c'est tout simple, sur Google, vous mettez fiche technique et vous mettez le nom du vin. En général, vous arrivez sur la fiche technique, c'est-à-dire que vous avez des renseignements sur la viticulture, sur la manière de vinifier le vin, sur l'élevage, etc. Et même dans les fiches techniques, vous n'aurez pas systématiquement la durée d'élevage totale et la durée d'élevage précise en barrique. Mais en Espagne, donc dans la législation, on va faire la distinction entre les deux. Alors là, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais revenir. Si vous suivez les podcasts, je vous ai proposé il y a pas longtemps un podcast sur l'élevage du vin. Donc c'est bien, on va pouvoir faire un peu le parallèle. Et je vous avais dit qu'il y a 2 approches dans l'élevage. L'élevage qui est neutre, donc par exemple l'élevage en bouteille, et l'élevage qui est pas neutre, comme l'élevage en fût. Alors, ça veut dire que quand je caractérise la durée d'élevage d'un vin espagnol, je vais avoir une indication approximative sur la durée d'élevage minimale en fût et la durée d'élevage minimale en bouteille, enfin en fût plus bouteille. Et si vous vous souvenez ce qu'on a dit dans le dernier podcast, sinon c'est pas grave, je vais insister sur l'idée sur laquelle je veux revenir, l'élevage en barrique, il est là pour apporter par sa micro-oxygénation de la complexité au vin. Il est là pour le faire évoluer. Il va créer de nouveaux composés aromatiques. Alors que quand on fait un élevage du vin en bouteille, quand on le fait vieillir, le vin dans une bouteille, exactement comme vous faites dans votre cave, vous n'avez pas le même phénomène de micro-oxygénation. En tout cas, la micro-oxygénation n'est pas aussi marquée que ce qu'on a quand on a un contenant en bois. Puisque la bouteille, c'est un contenant en verre, donc c'est parfaitement étanche. Le seul organe de respiration de votre bouteille, c'est le bouchon. Donc au travers du bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font et le vin évolue. Mais pas du tout de la même manière que quand vous avez le vin qu'en contact avec un fût de 225 litres. Parce que là, vous avez du bois qui est tout autour. Donc il y a une vraie micro-oxygénation qui se fait, des nouveaux composés aromatiques, etc. Il y a également des nouveaux composés aromatiques quand vous faites vieillir les bouteilles dans votre cave. Mais l'oxygénation n'est pas aussi marquée que sur un fût. Alors, ceci étant dit, je vais vous donner maintenant quelques informations sur les durées d'élevage précises pour chaque catégorie. Alors, si vous écoutez le podcast en faisant votre footing, il va peut-être y avoir un petit peu d'informations, des chiffres qui vont tomber tout comme ça. Donc, je ne sais pas si à l'issue du footing, vous allez vous souvenir des chiffres que j'aurais donnés. Mais c'est pas grave, ce qui est important de retenir, c'est surtout l'idée et la manière dont ça fonctionne. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais déjà retenez que vous avez 4 niveaux dans les catégories d'élevage. Donc du plus faible, du moins contraignant au plus contraignant, on va du jeune à la grande réserve. Là, je suis en train de traduire les termes. Jeune, donc c'est Robben. Ensuite, crianza, qui veut dire élevage. Reserva et grande réserva. C'est comme si on avait jeune, élevage, réserve et grande réserve. La mention jeune, la mention Robben, c'est la seule mention pour laquelle vous avez aucune durée minimale d'élevage qui est exigée, qu'on parle d'élevage en bouteille ou en fût. Mais si j'ai aucune durée minimale d'élevage qui est exigée, ça veut pas dire pour autant que j'en ai aucune qui est faite par la bodega ou par le vigneron. Je peux avoir un vin que vous achetez comme Robben, et pourtant qui a eu un élevage de 3 mois en fût et de 6 mois en bouteille par exemple. Donc il aura eu un élevage total de 8 mois avant sa commercialisation, et dans ces 8 mois, il y aura eu 3 mois en fût. Vous, la mention Robben, a priori, vous pouvez vous attendre à ce que le vin ne soit pas marqué, ne soit pas impacté par des arômes de fût. Parce que le plus souvent, quand c'est vendu comme Robben, on est quand même beaucoup plus proche de 0 en termes de durée d'élevage. Mais la législation veut juste dire qu'il n'y a pas de durée minimale d'élevage.
Alors ensuite, les autres niveaux, c'est Crianza, Reserva, Gran Reserva. Et là, ce qu'il faut que vous remarquiez, c'est que dans les exigences là, sur les durées minimales d'élevage, il y a une différence entre les rouges et les blancs rosés. Donc je mets les blancs rosés dans une catégorie et les rouges dans l'autre. Alors intuitivement, d'après vous, sur quel type de vin, donc soit les rouges, soit les blancs rosés, donc sur lesquels de ces deux catégories, on va être le plus exigeant en termes de durée minimale d'élevage? Alors logiquement, vous avez peut-être essayé de répondre de chez vous, hein. Logiquement, la durée minimale d'élevage, elle va être plus exigeante, plus contraignante sur les vins rouges. C'est-à-dire que dans le cas des vins rouges, on va demander à ce qu'un crianza vieillisse par exemple au moins 2 ans, en élevage total, hein, aussi bien fût que bouteille, pour le rouge, donc 2 ans, alors que si on prend un vin blanc ou un vin rosé, la durée minimale va être que d'1 an et demi. Pareil, si je prends un Gran Reserva, la durée minimale d'élevage total, elle est de 5 ans quand même, hein, 5 ans total en fût et en barrique. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui un vin qui est vendu comme Gran Reserva, il doit avoir au moins 5 ans. Donc là, ça veut dire que si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie, hein, on est dans le premier trimestre de l'année 2020, ça veut dire que le vin provient au minimum de la vendange 2014, puisqu'en 2014, il a été vendangé, ensuite il a été vinifié, puis il subit son élevage, donc à partir de fin 2014 ou début 2015, et c'est parti pour 5 ans d'élevage. Donc on arrive sur 2020 pour la commercialisation. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors simplement, donc ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que vous avez des durées minimales qui sont exigées en fonction du type de vin, rouge ou blanc. Alors pourquoi les vins rouges, on a plus de durée minimale d'élevage qui est exigée? C'est parce que les vins rouges ont une structure qui est marquée par les tanins. Hein, les vins rouges, la différence avec les blancs ou les rosés, c'est qu'ils sont caractérisés par la présence de tanins. Donc je rappelle en 3 secondes, c'est la substance végétale qui est extraite de la peau des raisins lors de la macération qui est faite entre les peaux et les jus, quand on fait la fermentation alcoolique. Et cette macération entre la peau et le jus fait qu'on extrait des pigments colorants et également des tanins, ce qui fait que les vins rouges vont avoir la propriété de vous assécher la bouche et faire en sorte que votre langue accroche au palais. Ce sont les tanins que l'on a extraits de la peau, donc de la pellicule du raisin rouge. C'était une petite parenthèse. Et cette structure tannique, elle agit comme un antioxydant qui ralentit l'évolution du vin, et donc, par conséquent, ça le rend aussi plus solide, moins vulnérable à l'oxygénation, à l'oxydation que l'on a quand on élève un vin en fût de chêne. Alors quand je dis oxydation, je devrais dire oxygénation, c'est-à-dire que vous avez, ce que je disais tout à l'heure, hein, vous avez un petit peu d'air qui passe à travers le bois, et ça va faire évoluer votre vin. Et il se trouve que les vins blancs ou les vins rosés par définition n'ont pas de tanins, ou très peu, hein, il peut y avoir quelques rares cas particuliers, mais de manière générale, ils n'ont pas de tanins, et ils sont aussi plus sensibles à une durée d'élevage prolongée en fût de chêne. Donc on va voir cette distinction entre les rouges d'un côté et les blancs et rosés de l'autre. Alors il y a une question que vous vous posez peut-être, c'est dans cette durée d'élevage, quand on considère une partie élevage en barrique et une partie élevage total, qu'est-ce que c'est que le fût qu'on utilise? Est-ce que c'est un fût neuf? Quelle est sa contenance? Alors c'est des questions qui sont importantes à se poser parce que vous savez que le fût neuf, il va avoir un impact très marqué sur le vin, parce que pour le coup là les notes de grillé vont être beaucoup plus marquées, hein, les notes de vanille, les tanins aussi du bois vont être plus importants, les tanins qui vont être transmis. Si le fût est usagé, il va plus transmettre d'arômes et il va plus transmettre de tanins, mais même s'il transmet plus d'arômes, il contribue quand même à la création de nouveaux arômes par la micro-oxygénation. Bon, du coup, la question, quel type de fût je vais avoir dans la législation? Alors, vous n'avez pas en fait de type de fût qui est imposé. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des contenants de capacité différentes. Le plus souvent, ce que l'on va utiliser, c'est parfois sur certains bodegas des fûts usagés en grande majorité, et parfois vous avez une proportion de fûts neufs et de fûts usagés. Sachez que en fonction de l'appellation de vin espagnol, vous pouvez aussi avoir des contenances différentes sur la barrique. Par exemple, Rioja, vous aurez la barrique, le fût bordelais, donc 225 litres. Par contre, si je prends l'appellation Valdepeñas,
Donc moins de notoriété, aussi moins prestigieuse, moins de vins de garde, etc. La contenance en général, c'est jusque 300, 330. C'est-à-dire que le cahier des charges de l'appellation Valdepeñas dit que le maximum c'est 330. Donc on peut avoir des contenants qui sont plus grands que sur les classiques 225 litres qu'on a dans la Rioja. Et si le contenant est plus grand, ça veut dire aussi qu'il y a moins d'impact sur le vin. Ça aussi, j'en ai parlé dans le podcast consacré à l'élevage. Donc n'hésitez pas à le réécouter si ça vous dit rien. Mais plus le contenant est grand, moins l'influence sur le vin va être notable. Voilà, donc je tenais avant tout à insister dans ce podcast sur les catégories d'élevage qui prennent en compte à la fois l'élevage total, donc fût plus bouteille, et l'élevage en fût. Je tenais également à insister sur cette distinction qu'on a entre le type rouge et l'autre type blanc plus rosé. Je tenais aussi à insister sur le type de fût qu'a utilisé, donc la contenance ou le fût neuf usagé qui peut varier en fonction de l'appellation et de la bodega. Et alors, bon là je vais prendre le risque de vous donner les chiffres que l'on a dans le tableau, mais pareil, le tableau je vous le partagerai aussi. Mais voilà, je vous donne les chiffres, donc comme c'est un podcast, c'est de l'audio, donc je vais essayer que vous soyez pas complètement paumé en écoutant tous ces chiffres et en vous montrant une certaine logique, vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, je parle des rouges. On a une durée minimale d'élevage en barrique et une durée minimale d'élevage total. C'est les deux chiffres clés qu'on a pour chaque catégorie d'élevage. Élevage en barrique, un minimum sur l'élevage dans la barrique, et puis un minimum sur l'élevage total qui comprend le fût plus la bouteille. Robben, c'était 0. Vous avez suivi, pour la durée minimale d'élevage en fût, c'est 0. Ensuite, Crianza, Reserva, Grande Reserva, je vais progresser en ajoutant 6 mois à chaque fois. Donc, la durée minimale d'élevage en barrique pour un Crianza, c'est 6 mois. Reserva, 12 mois. Et puis, Grande Reserva, 18 mois. Donc ça, c'est la durée minimale d'élevage en barrique. Et puis ensuite, j'ai une durée minimale d'élevage total qui est imposée. Donc Robben, si vous vous souvenez, c'est 0, la durée minimale d'élevage total. Crianza, on passe tout de suite à 2 ans. C'est-à-dire que j'ai 2 ans d'élevage minimal total et 6 mois d'élevage minimum en fût. Donc je pourrais avoir un Crianza qui a fait 6 mois en fût et 1 an et demi en bouteille. Voilà un petit peu la logique à avoir en tête. Donc Crianza, 2 ans pour l'élevage total, 3 ans pour l'élevage total de Reserva et 5 ans pour l'élevage total de Grande Reserva. Donc ça fait 2, 3, 5 en élevage total. Et puis 6 mois, 12 mois, 18 mois pour l'élevage en fût. Voilà. Alors, un truc aussi, il y a certaines appellations, donc en particulier, il y a une appellation pour laquelle on a des exigences différentes sur les durées minimales d'élevage, c'est Rioja. Pour Rioja, au lieu d'avoir 6 mois d'élevage minimum en barrique, on a directement 12 mois. Et dans le Rioja Grande Reserva, au lieu d'avoir 18 mois d'élevage minimum en barrique, on a 24 mois. Voilà. Et ensuite, on oppose les blancs et les rosés, qui ont des exigences qui sont moins grandes, avec notamment une durée minimale d'élevage en fût qui est toujours de 6 mois, quelle que soit la catégorie. Crianza, Reserva, Grande Reserva, la durée minimale d'élevage en barrique est toujours de 6 mois. Voilà, alors j'espère qu'avec tous ces chiffres, là c'était un challenge, je me suis dit dans le podcast audio, je vais vous commenter les catégories d'élevage et je vais même faire en sorte de vous donner des chiffres qui sont beaucoup plus faciles à lire dans le tableau, donc je vous mets aussi je vous le mettrai sur le blog et puis sur l'Instagram. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose qui est intéressant à faire, comme on est entre dégustateurs. Vous dites, bon, c'est bien joli toute cette théorie, c'est important d'avoir ces mentions en tête quand on s'intéresse un peu au vin et au vin espagnol en particulier. Mais ce qui est important comme dégustateur, c'est d'avoir une grille de lecture. Alors, je vais prendre ces 4 catégories, Robben, Crianza, Reserva, Grande Reserva. Donc là, je vais crescendo sur la durée d'élevage. Et pour chaque catégorie, je vais vous donner des caractéristiques à chaque phase de la dégustation. Alors, écoutez bien, vous allez voir, c'est plein de logique finalement. Je commence par la couleur, parce que quand vous dégustez le vin, vous commencez par le regarder. Donc si j'observe la couleur, là je vais me centrer sur le rouge. Si j'observe la couleur, pour le Robben, je vais être plutôt sur les nuances pourpres. Ensuite, Crianza,
je passe sur des nuances rubis. On commence à percevoir quelques nuances d'évolution. Reserva, je pars sur le grenat, et Gran Reserva sur le tuilé. À chaque fois, j'injecte un petit peu d'orange, en fait, dans la teinte du vin. Au début, quand je suis violet, si je mets un petit peu d'orange, ça fait évoluer la couleur, jusqu'à arriver sur une note, une teinte tuilée. Parce que quand je vais crescendo dans la durée d'élevage, je vais crescendo dans l'oxydation, et l'oxydation des pigments colorants fait évoluer la teinte du vin rouge du violet au tuilé en fait. Donc ça c'est le premier truc, la couleur qui change. Ensuite, je vais sentir mon verre de vin. Du Robben, Crianza, Reserva, Gran Reserva, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, à chaque fois, je vais avoir une dominante différente. Dans le cas du Robben, ma dominante, elle va être sur les fruits frais. Alors ces fruits frais, ils peuvent avoir un certain degré de maturité, mais je vais percevoir une certaine fraîcheur au nez. Ça peut être des fruits rouges, ça peut être des fruits noirs, mais ça va être frais. C'est-à-dire que les fruits, ils sont pas tombés par terre depuis 5 jours, ils ont pas commencé à sécher, ils sont pas confiturés, ils sont frais. Ça sent la fraîcheur. Quand je passe sur le Crianza, je vais encore percevoir ces fruits frais. Mais il se trouve que au nez, je vais percevoir aussi des notes qui sont apportées par l'oxygénation qui est créée par l'utilisation du fût et par le fait que le vin aussi il s'est reposé dans sa bouteille avant d'être commercialisé. Donc là, au-delà du fruit frais, il est pas rare que vous retrouviez aussi un peu plus de complexité, puisque le fait de laisser reposer le vin, ça permet aussi de créer d'autres composés aromatiques et donc de révéler d'autres familles d'arômes et donc d'apporter de la complexité. Donc par exemple, vous allez retrouver quelques notes d'épices, des notes poivrées, et puis également éventuellement quelques notes de pain grillé, des notes de grillé tout court aussi, quelques notes peut-être de clou de girofle. Et ensuite, quand j'arrive sur le Reserva, là, le fruit a perdu de sa fraîcheur et je trouve un fruit mûr à sec. C'est là qu'on peut évoluer aussi sur quelques notes de figue, voire de pruneau. Et puis au nez, je vais retrouver ces notes de torréfaction, de tabac, de café, des notes de grillé, de vanille. Et quand j'arrive en fait sur le Gran Reserva, donc la dernière catégorie, là en fait on inverse la répartition des arômes. On va dire que c'est plus le fruit qui domine. Si on trouve du fruit, c'est plus que du fruit sec. On n'a plus de fruit frais, le fruit est sec. Donc ça peut être, quand je dis fruit sec, ça peut être aussi de la mûre séchée. La mûre séchée, ça peut être du pruneau par exemple. Et puis, quelques notes là aussi de tabac, de clou de girofle, de muscade, d'épices et des notes apportées par l'élevage en fût. Donc je vois que j'ai fait évoluer, on va dire, la petite pastille de couleurs, la référence de couleurs que j'avais sur le vin. J'ai fait évoluer la gamme d'arômes. Et puis en structure en bouche, il y a différentes choses qui évoluent. Mais là, je vais insister principalement sur les tanins. Quand vous avez un vin Robben en bouche, c'est là en général que les tanins vont être le plus marqués, à moins qu'il y ait eu un petit peu de macération carbonique, comme c'est parfois fait sur les vins Robben. Alors, macération carbonique, c'est pas le sujet de ce podcast, c'est ce qu'on fait, vous savez, sur par exemple les vins dans le Beaujolais, c'est une vinification traditionnelle qu'on fait sur les vins du Beaujolais pour extraire du fruit, de la fraîcheur sur les vins. Bon. Alors Robben, sinon en général, c'est là où vous avez les tanins les plus durs. Et puis quand on passe sur Crianza, les tanins commencent à fondre. Sur Reserva, ils sont beaucoup plus fondus. Et sur les grandes Reserva, c'est là qu'ils seront les plus souples et le moins marqués. Parce que l'oxygénation permet d'assouplir les tanins et de créer un vin sur lequel, en fait, vous, en tant que dégustateur, la langue va moins accrocher au palais. C'est vraiment quand on utilise le terme les tanins fondent, c'est vraiment ça l'idée. Donc voilà un peu sur cette petite grille de lecture pour interpréter les vins espagnols en se centrant sur les catégories d'élevage. Comme toujours, le podcast est finalement beaucoup plus long que prévu. J'espère que néanmoins vous avez appris des choses, que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, je l'ai déjà dit, mais je le redis souvent sur le podcast, n'hésitez pas à laisser un bon avis sur Apple Podcast. C'est ce qui permet en fait d'améliorer le référencement du podcast du vin pas à pas. Et puis, pour ma part, j'espère vous retrouver très vite. Alors déjà sur la prochaine masterclass. Le sujet de la prochaine masterclass, on va parler des vins de Bourgogne et en particulier de la côte chalonnaise. C'est donc la masterclass qui sort à la fin du mois de mars. Vous pouvez déjà rejoindre les masterclass sur le site masterclass-dégustation.com. Et puis je vous retrouve également sur les diplômes du QAM.
Vous verrez dans les calendriers qu'il y a beaucoup de dates qui ont été remises en ligne, notamment sur les diplômes à distance. Donc vous pouvez passer intégralement dans les diplômes pour lesquels vous n'avez pas besoin de vous rendre à Paris ou sur place pour l'examen. Vous avez les fondamentaux du vin, c'est le CFV, et puis la certification sur les vins de France, le CCAVF, que vous pouvez faire entièrement à distance. Et puis après, vous pouvez retrouver les 3 niveaux du WSET, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, c'est sur le site lecoam.eu, j'espère vous retrouver très vite. Alors, vous avez peut-être suivi sur l'actualité que cette année, il y a le salon des vins, le salon de Champéret du mois de mars qui a été décalé. Il va être décalé à cause du coronavirus, donc je vais pas vous voir fin mars comme je l'avais prévu au cours du salon et pour une soirée VIP. Mais ce n'est que partie remise, c'est décalé de quelques mois, donc je vais vous y retrouver très vite. À très bientôt.